Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on parle beaucoup des morts du Covid, mais il y a également un certain nombre de personnes, 20%, qui seraient victimes d'un Covid long, c'est-à-dire avec des répercussions sur du long cours, des répercussions, on va en parler dans un instant, qu'on a du mal à expliquer aujourd'hui. Docteur Nicolas Barizien, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de réadaptation fonctionnelle à l'hôpital Foch de Suresnes. Et vous avez mis en place dans votre hôpital justement une cellule pour observer ces Covid longs. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Bonjour. Donc de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on et combien de Covid longs? Alors, donc l'HAS a fait des recommandations, là, des réponses rapides, puisque suite à l'observation partout en France et partout dans le monde de ces symptômes persistants après un Covid plutôt léger, c'est des gens qui sont plutôt des gens jeunes, qui ont entre 20 et 60 ans, qui sont des gens actifs et qu'on fait, moi, ce que j'appelle un Covid à la maison, suivi simplement avec Covidom ou avec leur médecin traitant. Et puis, dans les semaines et les mois qui suivent, les symptômes, une partie des symptômes ne disparaissent pas complètement et prennent une place de plus importante dans leur vie et les empêchant de reprendre une vie complètement normale. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que dès le mois de juin, on a vu ces patients commencer à consulter et ils étaient principalement gênés à l'activité physique. Et comme moi, mon métier, je suis médecin de rééducation, j'ai essayé de comprendre pourquoi et comment leur gêne apparaissait à l'effort. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a un point commun à tous ces Covid longs, hormis le fait qu'ils sont plutôt jeunes, comme vous l'avez dit, et qu'ils n'ont pas été hospitalisés. La majorité d'entre eux ont des symptômes qui persistent après avoir contracté le Covid. Oui, la plupart du temps, ça se passe de la manière suivante. C'est des gens qui font un épisode relativement brutal, un petit peu violent, qui dure quelques jours, quelques semaines, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, ils commencent à aller un petit peu mieux, et en voulant reprendre une vie normale, ils se rendent compte que par exemple, ils ont un essoufflement au moindre effort, ils ont une fatigue inhabituelle, c'est des gens qui sont obligés de faire la sieste plusieurs fois par jour, ils ont des maux de tête, ils ont du mal à se concentrer, ils ont une oppression dans la poitrine, et puis au bout de quelques semaines, ils se disent c'est un petit peu normal, et puis malheureusement, plusieurs mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, les symptômes sont toujours là, et donc c'est très très impactant, puisque la vie normale n'est plus possible. C'est-à-dire soit ils arrivent à reprendre une activité professionnelle, mais souvent ils sont obligés de la reprendre de manière beaucoup moins intense, soit la vie familiale devient compliquée parce que s'occuper de faire tourner une maison, de s'occuper des enfants, quand on est fatigué tout le temps et quand on est essoufflé alors qu'on ramène ses courses, ça devient très compliqué. Est-ce que vous avez une explication à cela? Alors il faut préciser aussi que dans les Covid longs, je crois qu'il y a une cinquantaine de pathologies entre la perte de l'odorat, la perte du goût, des manifestations également neurologiques. Est-ce qu'on a une explication sur cette persistance de la maladie, sur ces manifestations? Pour l'instant, on n'a pas l'explication, ce qu'on appelle physiopathologique, c'est qu'est-ce qui a été perturbé ou lésé au cours de l'infection virale et qui peut générer l'ensemble de ces symptômes, alors qui sont très très polymorphes, mais qui, pour moi, sont quand même sous le sceau de ce qu'on appelle la dysautonomie. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes nerveux. On a un système nerveux, on va dire volontaire. Je suis en train de vous parler, je réfléchis à ce que je fais. Je suis en train d'écrire, je réfléchis à ce que je suis en train d'écrire. Puis il y a ce système qu'on appelle autonome, c'est-à-dire quand je suis en train de vous parler, je pense pas à ma respiration, je pense pas à ma fréquence cardiaque, je pense pas à ma digestion. Donc ça, c'est géré par ce qu'on appelle le système nerveux autonome, neuro-végétatif, et on a l'impression que c'est ce système-là qui a été perturbé au cours de l'infection, parce qu'il peut, en cas de lésion, donner tous les symptômes qu'on retrouve chez ces patients. Oui, c'est quelque chose d'assez étonnant pour vous, médecin, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, vous êtes surpris par ces manifestations?
Alors, on a été très surpris au début, parce que franchement, on comprenait absolument pas ce qui se passait. On avait tous très peur que ça soit des complications graves de l'infection à Covid-19 qui apparaissent secondairement, même chez des formes bénignes. Et là, on était quand même très très anxieux. Ce n'est pas le cas, puisque la plupart de ces patients n'ont pas de complications graves. Ils font pas d'infarctus, ils font pas d'embolie pulmonaire, ils font pas d'encéphalite, ils font pas de choses graves. Et puis petit à petit, en discutant entre collègues, on s'est rendu compte qu'on avait ce corpus-là de dysautonomie qui nous paraissait intéressant pour expliquer la plupart des symptômes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des choses qu'on connaît dans d'autres pathologies. La particularité du Covid, c'est qu'en fait, on se retrouve avec beaucoup de patients malades en même temps. Alors que quand on fait, c'est des symptômes, par exemple, qu'on peut rencontrer après une mononucléose infectieuse. Mais il y a un petit peu quelques patients qui font des mononucléoses infectieuses de temps en temps. Et du coup, c'est un petit peu noyé dans dans la masse, alors que là, on a vraiment énormément de patients malades en même temps avec les mêmes symptômes, ce qui nous a obligés à changer un petit peu notre manière de les appréhender. Mais c'est des choses sur lesquelles on a quand même de l'explication. Les fatigues chroniques après les infections virales, la dysautonomie dans certaines maladies qu'on connaît, qui sont le Parkinson ou le diabète. Donc on retombe un peu sur nos pattes, même si aujourd'hui on n'a pas l'explication du pourquoi de cette dysautonomie. Mais vous arrivez à les soigner aujourd'hui ou c'est très compliqué ? Alors, ça reste très compliqué, puisque comme on ne sait pas ce qui est à l'origine de leurs problèmes, on n'a pas aujourd'hui de traitement étiologique, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que si vous avez une angine qui est due à un certain microbe, vous allez prendre un antibiotique contre ce microbe, on va tuer le microbe et l'angine va disparaître. Là, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un traitement symptomatique, c'est-à-dire que quand on a un essoufflement à l'effort, on va reconditionner le patient à l'effort. Quand il a des maux de tête ou des diarrhées persistantes, on va essayer de comprendre pourquoi il a cette diarrhée persistante et lui donner un traitement pour cette diarrhée persistante. Ce dont on a l'impression, c'est vraiment qu'avec le temps, un temps long, malheureusement pour les patients, c'est plusieurs mois, c'est une dizaine de mois, les choses s'améliorent. Moi, je veux faire passer un message positif, c'est-à-dire que depuis un mois et demi, je commence à avoir des patients qui ont fait un Covid en mars, qui ont développé un Covid long, qui commencent vraiment à aller mieux au bout de 10 mois. D'accord, donc ça c'est un message effectivement d'espoir parce que ces gens ce sont souvent ceux effectivement qui ont fait ce Covid en mars qui aujourd'hui ont toujours des séquelles. Il y a aussi des séquelles articulaires et musculaires, me dit une auditrice. Elle a des poussées douloureuses régulièrement. Ça s'attaque également aux articulations et aux muscles, aux tendons. Oui, effectivement, on a certains patients qui ont des formes qui peuvent faire penser à des maladies inflammatoires de type auto-immun, type la polyarthrite rhumatoïde, mais quand on leur fait des tests biologiques, ils n'ont pas cette maladie-là. Et donc, par exemple, ça, dans un cas de figure comme ça, on a maintenant tester des médicaments qu'on utilise habituellement contre, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde dans ces cas de symptômes, et ça marche plutôt bien. Donc maintenant, depuis 3-4 mois, on a une palette de thérapeutiques qu'on peut proposer aux gens en fonction des symptômes dont ils souffrent, qui permettent aussi de leur faire passer un cap supplémentaire, puisque plus ils vont aller bien, plus ils vont pouvoir reprendre une vie la plus normale possible. Et en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire j'arrive à faire des choses, plus j'arrive à faire des choses, plus je me réentraîne et plus c'est facile. Alors que pour l'instant, ils étaient plutôt dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que dès que je suis fatigué et que j'essaye de forcer, j'ai à nouveau des symptômes qui font que je me repose et que je me déconditionne et que dès que j'essaie de recommencer, voilà. Donc on a plutôt maintenant des gens qui arrivent à changer de cycle et de passer dans un cycle où ils arrivent à en faire de plus en plus progressivement. C'est ce qui est d'accord, ça, on a compris le message. Et les députés ont adopté la semaine dernière une proposition qui... Il y a un écho. Je ne sais pas ce qui se passe. On a un petit souci de son. Voilà. Qui vise à reconnaître et à prendre en charge ces complications. Parce que c'est vrai qu'il a fallu du temps avant d'admettre qu'il y avait des séquelles et que ce Covid long existait. Parce que vous êtes spécialiste, mais il y a beaucoup de gens peut-être qui vont voir leur médecin qui ne comprennent pas. Donc est-ce qu'il faudrait plus de communication autour de ce Covid long ?
Alors, c'est donc l'objet de la saisine qui a été déposée, je crois, le 14 décembre 2020, où le ministère de la Santé dit à l'HAS, voilà, il y a un sujet, faites un groupe d'experts et demandez-leur qu'ils nous donnent des recommandations pour qu'on puisse diffuser ces recommandations auprès de l'ensemble des médecins généralistes qui sont, comme nous, désemparés face à ces patients qui ont envie d'aider, mais pour lesquels ils ne comprennent pas forcément ce dont ils souffrent. Et donc ça, c'était important que le groupe d'experts constitué de médecins généralistes, de terrain et de médecins spécialistes fasse ce premier pas de reconnaître les symptômes, reconnaître cette pathologie. Et on espère quand même tous que c'est une pathologie dont les gens vont guérir. Oui. Oui, c'est ce que vous disiez, que vous, en tout cas, vous observez quand même une amélioration chez ces gens, même si ça peut durer, comme vous l'avez dit, 10 mois, 11 mois, ce qui est très très long quand on est évidemment handicapé par toutes ces séquelles. Mais vous dites qu'il y a en tout cas quelque chose de positif dans le fait qu'on observe effectivement une amélioration. Mais vous encouragez à consulter, hein, évidemment, quand on a un Covid long. Oui, tout à fait, puisque maintenant, comme je vous le disais, on a de plus en plus de solutions thérapeutiques et rééducatives pour l'ensemble des symptômes dont souffrent les patients. Et quand on est dans une guérison, même si elle est longue, mais que petit à petit les symptômes disparaissent ou à la place d'en avoir 4, on n'en a plus que 2 de symptômes, on est quand même dans une dynamique qui est beaucoup plus positive et beaucoup plus facile pour faire en sorte que le temps qui est long pour cette récupération, et c'est aussi l'objet de la démarche des associations de patients pour la reconnaissance de la pathologie, c'est que certains patients sont dans des situations professionnelles compliquées. C'est ça. Et là, il y a une perte d'activité professionnelle et une perte de rémunération qui là peut être très très importante. Oui, une auditrice nous dit que ça passe mal auprès des patrons et des organismes de santé. Difficile de le faire reconnaître en longue maladie, et c'est pas simple d'expliquer à un patron que c'est la suite du Covid. Effectivement, il va falloir un petit peu de temps peut-être. Alors, Karine nous dit, est-ce que des gens peuvent avoir des formes semblant asymptomatiques juste avec des douleurs musculaires et de fait sans avoir été testés? Là, c'est une autre question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir ces symptômes-là sans avoir eu le sentiment d'avoir la maladie? À ma connaissance, tous les patients ont eu une forme symptomatique, pas forcément documentée. C'est-à-dire qu'au mois de mars, certains patients ont fait un Covid typique avec les symptômes, la fièvre, sauf qu'ils n'ont pas eu accès à une PCR. La sérologie, ils l'ont faite à distance et avec les premières sérologies qui n'ont pas forcément été positives. Et comme ils n'ont pas eu de manifestation majeure d'essoufflement grave, ils n'ont pas forcément eu de scanner thoracique. Donc c'est des gens chez qui on n'a pas forcément documenté une vraie infection à Covid-19, mais ils en ont quasiment tout le temps les symptômes cliniques qui a été constaté par leur médecin généraliste. Catherine demande, est-ce que le goût et l'odorat, ça revient? Ce matin, j'ai vu un tweet d'Audrey Pulvar qui disait qu'elle a retrouvé l'odorat au bout de 11 mois aujourd'hui, donc ça peut être très très long. Et effectivement, on peut s'inquiéter. Goût, odorat, vous avez une explication ou en tout cas un avis là-dessus? Alors oui, sur le fait que ça récupère et que c'est très long, oui, l'exemple est tout à fait typique. Hein. C'est des gens qui récupèrent entre 9 et 12 mois, là pour l'instant, alors que d'habitude c'est au bout de quelques mois. Alors ça c'est pareil, il faut en parler à votre médecin généraliste, il faut éventuellement consulter un ORL. Il y a des thérapeutiques qui sont proposées à ces patients qui permettent d'écourter, de raccourcir la durée de récupération. L'anosmie, la perte du goût et la perte de l'odorat en période d'épidémie est considérée comme un signe très fort en faveur du Covid. Même si on n'a pas de PCR et de sérologie positive, ça fait partie des 4 critères majeurs de reconnaissance de l'infection aiguë. D'accord. Et puis une dernière question, est-ce qu'on se fait vacciner quand on a un Covid long? Ça sert à quelque chose? Alors oui, il va falloir se faire vacciner, mais aujourd'hui, on a besoin d'un petit peu de recul pour dire aux patients quand et dans quelles conditions. Donc tous les patients qui ont fait un Covid de plus de 3 mois peuvent en théorie se faire vacciner, mais aujourd'hui on a besoin d'un petit peu de recul, mais c'est quelques semaines pour savoir est-ce qu'on leur conseille de se faire vacciner après
une sérologie de contrôle ou pas, puisqu'on a des gens qui ont des sérologies qui sont encore très élevées et d'autres pas, et est-ce qu'on va leur préconiser plutôt tel ou tel type de vaccin. Donc ça, il faut attendre un tout petit peu. Très bien. Merci infiniment, docteur Nicolas Barizien, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, d'avoir pris ce temps pour nous répondre, nous parler de ces Covid longs. Vous êtes chef du service de réadaptation fonctionnelle à l'hôpital Foch à Suresnes. Merci à vous, docteur.